J'ai écouté des lives des Stones en 70 à la grande époque à Londres chez eux et tout. Ils jouent à domicile, même de James Brown à l'Apollo à New York et tout. C'est rien du tout. Là, les gens ils sont dans une sorte de ferveur mystique. Rien qu'avec le bruit de la foule sur le disque, j'en ai des frissons quand je l'écoute. Et lui, tu sais, il part dans une sorte de vibe là. Bon, je saurais pas le faire, mais c'est. Ah ouais, non, j'adore ça. Juste pour finir, vraiment pour finir, tout à l'heure quand je suis arrivé, en fait, on s'est rencontrés toi et moi. Et la première chose, en fait, on est en train de discuter. Il y a une question qui a émergé, c'est pourquoi les 45 tours et pourquoi les 33 tours. Tu m'as expliqué, en fait, tu m'as fait une explication au niveau, voilà, il y a 33 tours par minute, qu'en fait c'est gravé sur un disque. Ouais, alors, voilà. Là, parle à ceux par exemple qui connaissent pas, qui se posent la question. Alors, on va rentrer un peu dans le détail technique. Ouais. Parce que, bon, les disques que nous on peut acheter dans le commerce pour la plupart sont des disques qui sont pressés. Mais le procédé de fabrication est le suivant. Donc, à l'origine, on enregistre la musique dans les studios. Jusqu'aux années 60, jusqu'à la fin des années 70 sur des bandes magnétiques, technologie ce qu'on appelle analogique, et puis à partir des années 80 sur ce qu'on appelle la DAT, donc de la cassette numérique en fait, quoi. Et donc que ça, après le procédé elle-même, on prend un disque en acétate, ce qu'on appelle les dubplates dans le reggae en Angleterre, qui est une sorte de matériau plus ou moins synthétique, plastique, mais caoutchouc. Non, très solide. Ça ressemble à ce qu'était la bakélite. On trouve la bakélite, c'est par exemple souvent on voit des tables design des années 50, 60 avec des pieds noirs en plastique très très dur. En fait, c'est le plastique, c'est parmi les plastiques les plus robustes qui puissent exister. Ils ont interdit la fabrication de la bakélite après le premier choc pétrolier parce que c'est le plastique qui consommait le plus de pétrole à la fabrication. Du coup, il reste l'acétate. Et du coup, on prend une galette d'acétate vierge, sans sillon, et c'est gravé à partir de la bande, donc soit analogique, soit DAT par la suite, quoi. Ça crée un disque très solide avec des sillons très profonds. Et là, on fait un moule sur ce disque. Avec ce moule, on crée les presses et après on presse les disques. Donc quand le disque ce qu'on appelle le disque maître, master en anglais, ou comme les dubplates comme on dit dans le reggae, est gravé, quand c'est ce qu'on appelle les 33 tours, ça tourne à 33 tours minute. Et pour les 45 tours, ça tourne à 45 tours minute, quoi. Alors ça c'est pour le procédé de fabrication. Maintenant le résultat de ça, la différence, c'est que sur un pressage en 45 tours, on met moins de musique sur la même surface. Ce qui fait que les sillons sont plus écartés les uns des autres et du coup on peut les creuser plus profond. Si tu veux, il y a un ratio entre la profondeur des sillons et leur écartement. Et si à un moment tu es sur des sillons très serrés et que tu creuses profond, tu vas mettre en péril la solidité du disque, quoi. Du coup, sur les pressages 45 tours, on peut mettre moins de musique sur une même surface. Par contre, on peut creuser les sillons plus profonds, ce qui fait que la pointe du diamant rentre bien mieux dans le sillon et la dynamique du son est double quasiment. C'est pour ça que depuis la période du disco et la fin des années 70 et tous les courants musicaux liés à la culture des DJ derrière, les DJ ont quasiment toujours joué des maxi 45 tours, donc ce sont des formats 30 cm mais pressés en 45 tours, hein. On met sur un maxi, on met 12 minutes maximum par face, quoi. Et sur un 45 tours, on peut mettre 6 minutes à peu près, maxi, quoi. En comparaison, sur un pressage 33 tours en 30 cm, donc même taille que le maxi, on peut mettre 50 minutes de musique sur une face. Mais du coup, la dynamique du son, c'est-à-dire avec un matériel identique, réglé de manière identique, je pose un disque de 3 tours, je l'enlève, je mets un pressage en 45 tours, je mets, ça va sonner 2 fois plus fort. Et avant les maxi, les DJ déjà jouaient des 45 tours dans les clubs, quoi. C'est pour ça que les DJ ont quasiment toujours joué ce format en fait. Et ça dépend aussi du matériel qu'on utilise aussi. Bah, pour jouer en club sur des gros diamants, ça dépend de. Ouais, bien sûr, ouais. Bah ouais, avoir un disque qui sonne bien, c'est une chose. Maintenant, pour avoir un
que tout sonne bien, il faut un système qui va derrière, mais dans la musique en général, au-delà des disques, la qualité de la source est primordiale. En l'occurrence, la source là étant le disque, c'est meilleur est la dynamique du disque, à système identique, meilleur sera le son. Et il y a des disques qu'on retrouve qui sont tout fins, il y en a qui sont beaucoup plus épais, ouais. plus lourds. Alors ça, pétrolière, je sais pas, des mastering, des pays où ils sont... Ah, c'est pas tellement la crise pétrolière, c'est plutôt une volonté de l'industrie du disque à partir du début des années 70 d'en faire un produit de consommation de masse. En France, par exemple, dans les années 60, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les EP, c'est 45 tours, 4 titres. Et les 33 tours valaient très cher à l'époque. C'était, on peut considérer, dans les années 50 et au moins la première moitié des années 60, on pouvait considérer que le 33 tours était limite un produit de luxe, quoi. Et par exemple, imagine, tu vois, Johnny, on dit en 63, il sort un album à 33 tours en France avec 12 morceaux. Et ben il sortait sur 3 ou 4 mois, il sortait l'album entier, mais en 3 fois 4 titres, tu vois. Et ce qui fait que les gens qui avaient moins de moyens pouvaient l'acheter en plusieurs coups comme ça. Et on appelait le EP 4 titres, c'est des vieux disquaires, des confrères, mais qui font ce métier depuis bien plus longtemps que moi, qui étaient là à l'époque, qui m'ont expliqué ça. Dans les années 60, le 45 tours 4 titres, en France, avait le surnom de 33 tours du pauvre. Et à partir des années 70, ils ont vraiment décidé, l'industrie du disque a eu la volonté d'en faire un produit de consommation de masse. Du coup, pour vendre à tout le monde, il faut vendre moins cher. Pour vendre moins cher, il faut réduire les coûts de production. Donc fini les belles pochettes en carton très épais qui s'ouvrent, l'épaisseur des disques réduit aussi, et honnêtement, la qualité sonore des disques diminue aussi, quoi. En fonction des pays aussi, d'après ce que j'ai compris. Ah ouais. La Hollande, la Belgique, la France, voilà, ça dépend en fait. Et puis dans ce qu'on peut qualifier comme... Le mastering aussi qui est réutilisé plusieurs fois de suite, qui est usé, qui est... Bon là après... Parce que là, d'après ce que j'ai compris, les fous de musique, par exemple de black music, ils vont aller chercher vraiment les éditions américaines, quoi. Alors après, un peu pour... enfin, moi, de ce que j'ai analysé au fur et à mesure du temps, en parlant avec des gens et puis... en voyant passer des disques entre mes mains au fur et à mesure des années. Bon, déjà faut pas se leurrer, les disques les mieux fabriqués, de meilleure qualité ont été faits en Occident, tu vois. Évidemment, tous les disques fabriqués dans ce qu'on va appeler le tiers-monde ou le tiers-monde, les mecs faisaient avec les moyens du bord, hein, je veux dire, tu peux pas en vouloir, mais ils n'avaient pas les mêmes moyens financiers et techniques que chez nous, donc souvent... par exemple, la musique africaine. Bon, les Anglais et les Français ont pressé beaucoup de musique africaine. Après, pour le coup, pour ce qui a été édité en France, ça n'a été édité qu'en France. Pour la musique arabe notamment. Même beaucoup de labels de musique arabe et africaine avaient leur bureau à Paris et pas du tout en Afrique. C'est lié à l'histoire coloniale, évidemment. Paris. Par exemple, il y a un des énormes labels. Tiens, on parlait des labels. Une référence en musique orientale, c'est AAA, Artiste Arabe Associé, qui plagie un peu le truc américain de cinéma. Ouais. Et ça, par exemple, moi, c'est une référence. C'est-à-dire qu'en musique orientale, si je vois ce label, je vais essayer de savoir ce qu'il y a dessus, quoi. Et si c'est pas cher, je vais l'acheter direct et puis je vais à la maison ce qu'il y a dessus, quoi. Par exemple, moi, c'est une de mes références en musique orientale, quoi. Et les bureaux sont à Paris, quoi. Là, les disques mais c'est bon, pour le coup, les disques ont été fabriqués à Paris avec une qualité voilà, bien. Et pour tout ce qui est Afrique noire, plus anglophone, tu vois, notamment le nigérien, hein, tu vois, berceau de l'afrobeat, Fela Kuti et tout. Tu as eu des pressages africains, il y a des pressages nigériens. Il y a notamment Decca, le gros label anglais qui a sorti les Stones et tout, qui éditait, quoi. Et vaut mieux avoir les pressages anglais. Enfin, en termes de qualité, vaut mieux avoir les pressages anglais. Et pour la soul funk dans le reggae aussi, par exemple. Dans les gros classiques de reggae jamaïcain début 70 en route, je passe notamment un album que j'ai eu l'occasion d'avoir les mains en original jamaïcain. Tu vois, vraiment, d'époque là-bas, et que j'ai eu je
qu'on peut appeler original anglais, c'est-à-dire première presse d'époque, mais en Angleterre, qui est l'album des Congos, tu vois, avec Fisherman, Congo Ashanti et tout, là, l'énorme classique. Le pressage anglais, c'est le mieux, quoi. Ah ouais, c'est clair. Je vais t'amener là-dessus. Il faut que tu écrives un bouquin. Ouais. C'est tout. Il faut que tu écrives un bouquin. C'est tout. Mais il faut prendre le temps. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et Un bouquin. Quand on a, je pense, envie de parler de musique. Non, mais pour finir sur la qualité des pressages, pour moi, les numéros 1 sont les Allemands. Ils ont fait, alors pas dans tous les domaines. Après là, je parle pas des cours en musique, hein, tu vois. Mais alors en musique classique et en jazz, les Allemands ont atteint des sommets assez incroyables. En musique classique, Deutsche Grammophon. Alors il y a plein de Deutsche Grammophon, des éditions des années 80, tu vois, 70 qui sont très communes, qui valent rien. Il y a des éditions des années 50-60 qui sont très recherchées par les collectionneurs du genre. Tu sais, sur tous les micro-sillons que tu as eu, tu as bien souvent vu cette appellation stéréo universel. Avec ce petit truc, peut aussi être joué avec un lecteur mono. Ouais, ouais. Deutsche Grammophon dans les années 60. Ça veut dire quoi ça d'ailleurs? Je vais te l'expliquer justement. Deutsche Grammophon dans les années 60, et c'est parmi les rares à avoir fait ça, pressait des disques en stéréo réel. Alors, ce qu'on appelle la stéréo universelle, qui peut être lié aussi sur les lecteurs mono. En fait, ça c'était bon, ils ont mis ça sur les disques dans les années 60, puisque finalement la technologie stéréo est arrivée courant des années 60. Donc, tu sais, il y a des gens qui avaient encore des lecteurs à tête mono, quoi. Du coup, on a fait ce qu'il fallait pour que ça soit aussi bien si tu as un lecteur neuf en stéréo ou un modèle qui a 5 ou 10 ans en mono, tu puisses écouter ton disque, quoi. Et là, pour le coup, il faut comprendre que la musique n'est pas enregistrée en stéréo. C'est l'ingénieur du son, tu vois, qui fait un mix et qui crée une stéréo de studio, en fait, quoi. C'est pas, je sais pas si on peut dire un leurre de stéréo, mais voilà, c'est une stéréo de studio. Et finalement, ça joue vraiment sur le travail de studio. Ce qu'a fait Deutsche Grammophon, donc tu vois, genre ils enregistraient des orchestres, soit de chambre ou symphonique, et ils plaçaient 2 points d'enregistrement, un sur la gauche, un sur la droite, quoi. Et sur le disque, un sillon c'est fait comme ça, hein, ça fait une sorte de V si tu le passes au microscope. Sur un côté, tu as le point d'enregistrement gauche, et sur l'autre côté, tu as le point d'enregistrement droit. Et ces disques, c'est bien précisé dessus, il ne faut les jouer qu'avec des lecteurs stéréo. C'est-à-dire que si tu les joues sur un lecteur mono, tu les flingues, quoi. Et là, je veux dire, tu as une qualité de son en termes de dynamique et de stéréo. Et quand je peux te montrer, j'en ai un là. Et dans le jazz et le jazz funk, dans les années, il y a ce label notamment qui s'appelle Crystal Clear Record. Donc clair comme le cristal, hein, tu vois, toutes les disques sont vraiment dans une sorte de quintessence de recherche de qualité de son optimale. Et tout à l'heure on parlait des disques qui sont gravés à l'origine pour faire un disque maître qui va servir à faire le moule pour les disques qui seront pressés. Et là ça c'est ce qu'on appelle, c'est les Allemands qui faisaient ça aussi, des pressages direct disque, quoi. C'est-à-dire que ça c'est pas un disque qui a été pressé. C'est-à-dire que c'est limité, genre ça a dû sortir à 10 000 copies, tu vois, ou quelque chose comme ça, et les 10 000 copies sont gravées les unes après les autres dans un disque très épais. Et, on peut voir, tu peux nous montrer? Ouais, alors après à l'œil tu vas pas le voir, tu vois, mais c'est l'appellation en fait, quoi. Tu vois, Limited Edition, Direct Disc. Alors ça peut être écrit Direct Disc, sur certains ils écrivent Direct Disc, c'est exactement la même chose aussi. Les Allemands ont été très très loin. Bah, tu sais, les Allemands ont une sorte de rigueur dans le travail, c'est un peu comme, tu vois, ils font les meilleures bagnoles, ils font le meilleur outillage. Voilà, il y a pas... On parle beaucoup aussi des Japonais qui ont racheté des containers, etc. En musique afro-américaine, ouais. Bah, ouais. Ils sont en train de justement revendre en France. Ah bah non, mais musique. Beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui... C'est ce que j'entends, hein, en tout cas. Qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le plus gros stock de musique afro-américaine au monde se trouve au Japon et pas aux États-Unis. En fait, dans les années 90, ils ont eu le nez creux avant tout le monde. Et en plus,
Bon, aujourd'hui, économiquement, le Japon, j'ai un ami qui vient d'y passer 10 ans, donc il m'a pas mal expliqué la situation. Bon, comme beaucoup, hein, tu vois, ils se prennent une claque. Mais faut savoir que l'économie du Japon dans les années 90, c'était la fête, quoi. C'est-à-dire que, Vous pouvez investir. entre guillemets, tout le monde palpait bien. Enfin, hein, il y avait quelques pauvres, mais pas beaucoup, quoi. Hein. Et le niveau de vie moyen du pays et des gens était assez élevé. C'est pour ça qu'il y avait énormément de Japonais en vacances en Europe, par exemple, il y en a moins aujourd'hui, quoi. Les mecs qui venaient à Paris, c'était la fête pour eux. Et du coup, il y a des Japonais qui ont eu le nez creux. Et à l'époque où dans les années 90 où on disait que le vinyle ça valait plus grand chose, les mecs ont été aux États-Unis et ils ont ramené par palette entière quoi, de la black music. Presser, ce qui paraît, ils n'ont jamais arrêté de presser, de faire du pressing vinyle. Les Américains, tu veux dire? Les Japonais. Ouais, bah, du coup ils rééditent quoi. Ouais. Là maintenant ils vendent en pagaille. Hein. Ouais. On voit Gilbert Joseph par exemple, on voit que ça. Sur les pochettes, on voit tout de suite en fait que ça vient du Japon. Quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup entendu parler de les Japonais ont fait des très beaux pressages dans le jazz. Et aussi au niveau de la qualité, ce qui est pareil, ils ont repris, ils ont remasterisé. Ouais. Tout un travail comme ça, technologique. Bon après ça, le remastering, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ouais. Et on finit là-dessus. Ça dépend, c'est du cas par cas. Il reste 3 minutes. Voilà. 3 minutes. Et ouais, pour finir vite fait sur la qualité des disques, oui, les Américains sont très forts. En Europe, les Allemands et les Anglais juste derrière. Les Américains très forts, pourquoi? Parce que ça vient de là-bas. Non, parce qu'ils fabriquaient. Là, on parle de là-bas, ça a été enregistré là-bas. Ouais, la première fois où on a utilisé les mastering, c'était là-bas. Ah non, même si là on parle de manufacture de disques, tu vois, ils ont des procédés de fabrication, ils fabriquaient de la qualité, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettaient les moyens, ils fabriquaient de la qualité. Les Français sont pas hyper bien, sont pas les mieux placés en Europe. Les disques pressés en France sont pas les meilleurs non plus. Les Hollandais c'est pareil, on est sur la qualité moyenne. Les Italiens, ce qui paraît quand même. Ah non, c'est un peu. Ah moi, dans ce que j'en ai vu, les pressages italiens sont souvent un peu médiocres. Les Espagnols c'est pareil. Ouais. Donc surtout les Anglais et les Américains. Ouais, en Europe, les Anglais et les Allemands et les Américains et les Japonais aussi, ouais, effectivement. Donc là, t'es près de la mer, qu'est-ce que t'as envie de dire? Là, la musique que t'écoutes là, c'est quoi? Sans parler de... Je te laisse... Je suis en train de parler avec toi tout à l'heure, il y a plein de gens qui sont en train de regarder les vinyles, tout tout, t'as rien vendu. Je rate des ventes. Hein, mais je te remercie beaucoup. Tu me fais le business. Ouais. Bah écoute, peut-être que pourra passer tout à l'heure. Ah. Moi l'été, c'est reggae. Reggae. Bah écoute, mets-nous un petit morceau de reggae pour finir. Là-dessus, tu veux dire un dernier mot? Celui que tu veux? Non, le disque va pas répondre. Je vais faire une dédicace à Big Up, si tu veux. Moi je te fais un gros Big Up, je te remercie beaucoup. Eh ben, Big Up à toi. Je te remercie beaucoup. Bon, on est tous les deux là. Dédicace à ta famille. Ah là là. J'embrasse ma fille Marilou. Car Marilou danse reggae. Je peux pas faire mieux que ça. C'est la dédicace ultime. Je te remercie beaucoup. Et je te laisse travailler là. J'ai des disques hein, pour toi. Je suis là. Merci beaucoup, la balle. Il me reste 2 secondes.